Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et pour me donner l'opportunité de vous parler de la réglementation. Alors, c'est beaucoup plus terre à terre que ce que vous avez pu entendre jusqu'ici. On me fait souvent intervenir pour remettre un petit peu les limites et les contraintes. Je suis désolée, mais effectivement, il faut savoir qu'en Europe, notamment, on a une contrainte réglementaire qui s'appelle le règlement Novel Food, qui pose un certain carcan autour de tout ça, qui a une image de freiner l'innovation. Je vais essayer de vous montrer qu'effectivement, on peut peut-être trouver des moyens pour en tirer parti. Mais effectivement, ce cadre réglementaire du novel food, il faut absolument le prendre en considération, et d'autant plus pour tout ce qui est les protéines alternatives. L'intervenante d'avant a déjà commencé à approcher quelques aspects, notamment les insectes, les protéines, la viande in vitro, etc. Tout ça relève du cadre réglementaire du novel food, et elle vous a aussi présenté certains ingrédients qui ont déjà eu des autorisations. Quand on parle d'autorisation, on parle d'autorisation novel food, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc l'objectif, c'est qu'en quelques questions, on brasse et on borde le cadre réglementaire qui est quand même très large du novel food. Donc je vais essayer d'aller au plus précis et que vous ayez les principales informations, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Tout le monde a plein d'idées. Il y a beaucoup d'idées de développement, d'innovation dans cette thématique des protéines. Mais il faut savoir qu'il y a un cadre réglementaire derrière et qui va autoriser certaines choses, ne pas en autoriser d'autres et prendre du temps aussi. Donc il y a tout cet aspect timing qu'il faut avoir en tête, parce qu'effectivement, ça prend du temps d'avoir une autorisation novel food. Alors un novel food, qu'est-ce que c'est? Un novel food, on parle aussi de nouveaux ingrédients, de nouveaux aliments. La définition du règlement novel food, c'est tout ce qui n'a pas été consommé de manière significative en Europe par la population européenne avant le 15 mai 1997. Pourquoi le 15 mai 1997? Parce que c'est la date à laquelle a été publié le premier règlement novel food. Donc ce règlement-là, lorsqu'il a été publié au niveau européen, donc il s'applique à tous les États membres, il disait que tout ce qui n'avait pas été consommé avant cette date, de mai 1997, de manière significative en Europe, est considéré comme étant nouveau. Et l'objectif du règlement novel food, c'est de faire assurer la protection du consommateur européen. Donc c'est de s'assurer que tout ce qui est nouveau et qui est destiné à rentrer dans l'alimentation des Européens n'est pas dangereux pour le consommateur final. Donc il y a un cadre réglementaire qui s'est institué en 1997 avec un objectif principal d'assurer la sécurité du consommateur au bout de la chaîne. Depuis 1997, on a eu un nouveau règlement qui a été publié en 2015, mais il ne fait que renforcer certains aspects, s'élargir un petit peu plus en prenant aussi en compte les nouveaux process de développement ou ces choses-là. Donc c'était pour s'adapter aussi à l'évolution. Mais on a un nouveau règlement qui est de 2015 et qui est strictement identique à celui de 1997. Donc tout ce qui est nouveau, c'est ce qui n'était pas consommé avant 1997 et qui tombe dans l'une des catégories suivantes. Alors quelles sont ces catégories? Elles sont listées par le règlement Novel Food aussi. Il y en a une dizaine. Donc c'est tout ce qui est avec une structure moléculaire nouvelle ou intentionnellement modifiée. Alors ce que je vous ai mis en vert, ce sont des ingrédients qui ont déjà fait l'objet d'une autorisation Novel Food. Donc on est sur des ingrédients autorisés par le règlement Novel Food en vert. Et en rouge, ce sont des exemples d'ingrédients qui sont considérés comme nouveaux, mais qui sont aujourd'hui pas encore autorisés en Europe. On parle bien ici d'un cadre réglementaire européen. Donc on a du lycopène synthétique, par exemple, de la zeaxanthine synthétique. Ces ingrédients-là ont une structure moléculaire nouvelle et sont passés par la procédure Novel Food avant d'être autorisés pour être mis sur le marché en Europe. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est issu des micro-organismes, des champignons, des algues. Donc ça fait écho à ce que disait l'intervenante d'avant. Effectivement, quand on a des ingrédients qui sont extraits de micro-organismes, de champignons ou d'algues, eh bien, très probablement, ils répondent à la définition d'un nouvel ingrédient et donc nécessitent d'être autorisés. C'est le cas, par exemple, d'une huile de microalgues riche en DHA ou de bêta-glucane de shiitake, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ces ingrédients-là aussi sont autorisés. Ce qui vient aussi des origines minérales, donc par exemple la zéolite, les argiles, ça on n'en consommait pas de manière significative en Europe avant 1997. Donc ce sont des nouveaux ingrédients. Aujourd'hui, la zéolite, par exemple, n'est pas encore autorisée, ne peut pas être consommée en Europe sans avoir passé cette démarche Novel Food. Tout ce qui vient des plantes, alors on a entendu parler dans la présentation d'avant des origines par les plantes des protéines alternatives. Donc la plante fait bien partie des catégories pour lesquelles le règlement Novel Food s'applique. Donc par exemple le jus de noni, la pulpe de fruits de baobab, tout ça, ce sont des nouveaux ingrédients qui ont été autorisés par l'Europe. Au niveau des sources animales, on a aussi par exemple la lactoferrine, dont vous avez probablement entendu parler, les extraits lipidiques de krill, qui est donc un crustacé, les phospholipides de jaune d'œuf, tout ça, à partir du moment où ils sont isolés, caractérisés, et avant d'être mis dans l'alimentation d'un Européen, on lui a fait passer un test pour le faire autoriser en tant que novel food.
Vous voyez que la viande in vitro, on la retrouve aussi dans la catégorie suivante. Tout ce qui est issu de culture cellulaire, voilà à quoi a servi aussi la mise à jour du règlement, parce qu'en 1997, on ne parlait pas de ça. Donc en 2015, avec la mise à jour du règlement, on a introduit cette notion de viande cellulaire notamment, et qui, demain, avant d'arriver dans vos assiettes, aura fait l'objet d'une évaluation par l'autorité européenne pour s'assurer qu'elle n'est pas dangereuse pour vous, consommateurs. Et puis la catégorie avec le nouveau process de production, c'est aussi important, on l'a vu dans la présentation précédente. Toutes les innovations sur les procédés de production, tout ça fait qu'effectivement, c'est des choses qui n'étaient pas couramment utilisées en Europe avant 1997. On est sur des choses nouvelles qui potentiellement vont modifier la structure et la composition d'une denrée alimentaire. Donc tout ça, ça nécessite qu'on s'assure que ce n'est pas dangereux pour vous avant qu'on vous la mette dans l'assiette. Donc c'est notamment du lait traité avec de la lumière pour enrichir sa teneur en vitamine D. Tout ça, c'est des choses qui ont été autorisées et que vous pouvez retrouver maintenant sur le marché européen. Quelques exemples de protéines alternatives qui ont été autorisées par l'Europe. Donc c'est des enregistrements plus ou moins récents, mais vous voyez qu'on a par exemple un extrait de haricots noirs fermenté avec de l'aspergillus. On a parlé de la fermentation aussi juste avant. Cet ingrédient-là, il répond effectivement à la définition d'un nouvel ingrédient. Personne ne l'avait consommé en Europe avant 1997. Donc la société qui fabrique cet extrait-là a déposé un dossier au niveau européen pour faire évaluer sa sécurité d'utilisation. Et aujourd'hui, on a un extrait de touchy qui est autorisé, que vous pouvez retrouver pour l'alimentation européenne. Donc ils ont des spécifications, ils ont des caractéristiques plus ou moins riches en protéines. Celui-ci contient au moins 55% de protéines. Ce sont des caractéristiques qui ont été établies par le fabricant de cet extrait-là. Et puis chaque ingrédient, quand il est autorisé par l'Europe pour être utilisé en tant que novel food, il est associé à des denrées alimentaires. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est autorisé pour tout le monde et dans n'importe quelle condition d'utilisation. Donc celui-ci a fait preuve de sa sécurité d'utilisation pour être consommé à hauteur de 4,5 grammes maximum par jour et uniquement dans les compléments alimentaires. Vous ne trouverez pas d'extrait de touchy dans des denrées alimentaires classiques. À ce jour, ce n'est pas autorisé pour cet usage-là. Un autre exemple, c'est une protéine de luzerne, donc qui a aussi fait l'objet d'une évaluation positive de la part de l'Europe, avec une teneur en protéines entre 45 et 60%. Donc là aussi, on a des spécificités qui ont été mises en place par le fabricant de cet extrait-là, et qui aujourd'hui peut être utilisé dans les compléments alimentaires à hauteur de 10 grammes par jour maximum. Un autre exemple qui est un petit peu plus large d'utilisation, c'est un extrait de tourteau de colza, qui a, avec un procédé particulier, permis d'obtenir une teneur en protéines supérieure à 90%. Donc là, on est sur une richesse en protéines assez importante. Et donc l'industriel qui a développé cet extrait-là a sollicité une autorisation en tant que novel food et a obtenu l'autorisation de l'utiliser dans toutes les denrées alimentaires en Europe, excepté les laits infantiles et les préparations de suite pour nourrissons. Donc là, on est sur quelque chose qui n'a pas démontré sa sécurité pour cette population-là, mais pour le reste de la population, il est utilisable en tant que source végétale de protéines dans n'importe quelle denrée alimentaire. Avec un petit bémol, parce qu'on est sur une substance potentiellement allergisante, donc associé à un disclaimer sur un risque d'allergie, mais son autorisation est suffisamment large pour être utilisée dans pas mal de denrées alimentaires en Europe. Et puis le dernier exemple que je vous ai pris, mais on en a déjà parlé un tout petit peu juste avant avec l'intervenante d'avant, ce sont les insectes. Bien entendu, ce sont les meilleurs ambassadeurs du règlement Novel Food aujourd'hui. Tout le monde a déjà entendu parler des insectes, vous en consommez peut-être déjà. Aujourd'hui, il y a quelques catégories d'insectes qui sont effectivement autorisées en Europe. Alors, dans les biscuits, dans les pâtes, dans les préparations alimentaires classiques. Très récemment, il y a une autorisation aussi pour les compléments alimentaires. Donc bientôt, on aura de la poudre d'insectes dans les compléments alimentaires. Et puis la spécificité de celui-ci, c'est qu'il a fait l'objet vraiment un verrouillage de son autorisation. Donc il a été autorisé en juin 2021, mais il est spécifiquement autorisé uniquement à la société EAP Group, qui a fait l'objet de sa demande d'autorisation. Donc on va voir tout à l'heure qu'effectivement, c'est possible de verrouiller une autorisation aussi pour s'assurer une exclusivité sur le marché. Et c'est l'une des opportunités du règlement Novel Food qu'il faut saisir. Donc en fait, il y a pas mal de questions à se poser, mais c'est surtout qu'à partir du moment où un industriel a une idée pour développer une protéine alternative nouvelle, il faut toujours se poser la question du novel food. Est-ce que je suis un ingrédient considéré comme étant novel food ou pas? Parce que si c'est oui, effectivement, ça va considérablement complexifier ma mise sur le marché en termes de délai, en termes de coûts et en termes de preuves à fournir pour démontrer sa sécurité d'utilisation.
Donc la question à se poser au premier, c'est est-ce que ma source alimentaire a été consommée en Europe avant 1997 ou pas? 1997, ça remonte à 25 ans, c'est pas si facile de retrouver des preuves de commercialisation. Il n'y avait pas forcément Internet à l'époque, donc c'est toujours difficile de retrouver des preuves de consommation d'une plante, d'un ingrédient, d'une substance végétale avant 1997. Si ça n'a pas été utilisé avant 1997, peut-être que c'est déjà autorisé, ou peut-être que quelqu'un a déjà effectivement mis un warning dessus en disant attention, cette substance-là est un novel food. Donc à partir du moment où c'est avec une structure moléculaire nouvelle, où c'est issu de micro-organismes, de champignons, d'algues, de cultures cellulaires, d'origine minérale, d'origine animale, d'origine végétale, ou dès lors qu'on lui applique un procédé de production nouveau, comme on a entendu parler juste avant avec la présentation d'avant, à partir de ce moment-là, il faut de toute façon mettre en place une démarche d'autorisation novel food. Donc c'est ce que je vous mets en bas. Effectivement, l'autorisation novel food, c'est systématique dès lors qu'on est dans l'une de ces situations-là, parce qu'on ne peut pas justifier qu'avant 1997, c'était largement consommé en Europe. Alors qu'est-ce que c'est cette autorisation novel food? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une autorisation novel food? Une autorisation est évaluée par l'EFSA, qui est donc l'Agence européenne de sécurité des aliments, au niveau européen. Donc on n'est pas sur une autorisation pays par pays, on est sur une autorisation large au niveau européen. Et il y a 3 choses à démontrer quand on veut faire autoriser un nouvel ingrédient en Europe. La première chose à faire, c'est de donner la carte d'identité de l'ingrédient. Donc de quoi on parle? Quel est son procédé de production? Quelle est sa donnée de composition? Quelles sont ses spécifications? De quoi je pars? Est-ce que je parle d'une plante? Est-ce que je pars d'un champignon? Est-ce que je pars d'une culture cellulaire? Tout ça, ça constitue la carte d'identité de l'ingrédient. Et c'est le premier chapitre de l'autorisation qu'il faut compléter. Et puis les deuxième et troisième parties, c'est la balance, c'est-à-dire qu'il va falloir être capable de démontrer, quand on est un industriel, que la condition d'utilisation, que la quantité qu'on veut donner à nos consommateurs, eh bien, elle n'est pas susceptible de fournir un danger pour la sécurité du consommateur. Donc il faut être capable de dire je vais proposer une consommation dans les compléments alimentaires, je vais proposer une consommation dans les biscuits, dans les laits, dans les yaourts, et je vais associer cette condition-là à une quantité journalière. À côté de ça, moi, industriel qui veut faire autoriser un nouvel ingrédient, je vais démontrer qu'il n'est pas dangereux. Donc je vais mettre en place des études de safety, des études de toxicité, pour s'assurer qu'il n'est pas génotoxique, qu'il n'est pas dangereux avec une toxicité subchronique, qu'il n'est pas susceptible d'entraîner des cancers, des toxicités sur la reproduction, de la toxicité sur le développement. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être mises en place par un industriel. Et l'objectif, c'est de démontrer quelle est la dose dangereuse, quelle est la dose que je veux faire consommer aux consommateurs européens et de s'assurer qu'il y a une bonne marge de sécurité entre les deux. Alors comment on fait pour démontrer la sécurité d'un nouvel ingrédient? Eh bien là, ce sont des tests qu'il va falloir faire. Alors on est beaucoup sur des tests sur des espèces animales. Alors je sais que le bien-être animal est effectivement une grosse discussion en ce moment et qu'effectivement des choses sont en train de se mettre en place pour limiter les tests sur les animaux. Mais à ce jour, on a des exigences au niveau européen qui continuent de faire intervenir des rats, des souris, des lapins pour s'assurer de la sécurité d'utilisation d'un nouvel ingrédient. Donc c'est là où effectivement les choses vont aussi bouger dans un avenir plus ou moins proche. Mais le socle toxicologique de base, la chose de base qu'on demande à un nouvel ingrédient, c'est de s'assurer qu'il n'est pas dangereux au niveau cellulaire, donc qu'il n'est pas génotoxique. Pour ça, on dispose de 2 catégories de tests sur des bactéries plutôt. Je vous ai mis un petit peu dans les encadrés bleus à peu près une idée de combien ça coûte. Donc effectivement, on est sur une démarche aussi qui est chronophage en termes de temps, mais aussi importante en termes d'impact financier pour la société qui va développer ce nouvel ingrédient-là. Donc une fois qu'il n'est pas génotoxique, on va s'assurer qu'il n'est pas toxique quand il est consommé sur le long terme. Donc la toxicité subchronique, on va donner aux animaux pendant 90 jours l'ingrédient et on va s'assurer à la fin des 90 jours, après avoir mis à mort les animaux, qu'il n'y a pas de danger sur la toxicité au niveau des organes reproducteurs, au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau de tout l'appareil, de tous les organes essentiels, les organes vitaux des animaux, pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger ou quelle est la dose qui potentiellement peut devenir dangereuse. Et après, on extrapole tout ça à une donnée de sécurité chez l'homme. Donc là, effectivement, on a besoin de ces animaux-là pour faire des tests pendant 90 jours. C'est souvent chez le rat. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative à ces études-là. Et puis, il y a le potentiel allergisant aussi. Donc, on en a parlé à la présentation juste avant. Les insectes sont connus pour pouvoir potentiellement entraîner des allergies chez les personnes qui sont allergiques aux crustacés. Mais il y a tellement de nouveaux aliments, tellement de nouveaux ingrédients avec des choses qui sont pas auxquelles les consommateurs européens n'ont pas été confrontés,
qu'aujourd'hui, tout le monde est un petit peu allergique sans le savoir, avec des allergies qui peuvent aussi intervenir petit à petit. Donc ce potentiel allergisant, c'est important aussi quand on est un industriel de s'assurer que le consommateur il n'est pas susceptible de déclencher une allergie avec notre nouvel ingrédient. Donc l'aspect allergisant il est aussi très important à prendre en compte pour démontrer la sécurité d'utilisation d'un nouvel ingrédient. Alors comment ça marche? Je vous ai dit, c'est une autorisation au niveau européen. Donc l'industriel qui est concerné par cette autorisation-là va déposer une demande sur le portail de la Commission européenne. Et cette demande-là, c'est un dossier scientifique vraiment très complexe, tellement rigoureux, avec toutes les données scientifiques et les données toxicologiques dont je viens de vous parler. Et puis après, c'est la Commission européenne qui décide si elle va solliciter ou pas l'avis de l'EFSA, qui est l'autorité scientifique au niveau européen. Alors la plupart du temps, la Commission européenne, elle ne décide pas toute seule. C'est l'autorité EFSA qui va donner son avis scientifique. Donc on passe par la colonne de gauche et effectivement, là, les experts de l'EFSA ont 9 mois pour évaluer, 9 mois minimum, pour évaluer la sécurité d'utilisation du nouvel ingrédient. Donc c'est un délai aussi qu'il faut prendre en compte quand on est un industriel. On ne rentre pas sur le marché du jour au lendemain. Il y a ce délai-là. Et puis une fois que l'EFSA a donné son évaluation, alors la plupart du temps c'est positif, mais on a quand même un score de réussite qui est à peu près de 80%. Donc il y a quand même un dossier sur 5 d'autorisation novel food qui n'est pas évalué favorablement, parce qu'il y a des risques pour la sécurité, parce qu'il y a des failles dans le dossier. Et c'est seulement au bout de 18 mois que la Commission européenne va finalement publier un règlement pour autoriser ou pas le nouvel ingrédient. Donc vous voyez qu'on est sur des délais qui sont potentiellement jusqu'à 2 ans, à partir du moment où l'industriel a déposé son dossier. Donc avec tout le temps qu'il faut avant, tout le temps de développement avant, le jour où il est prêt, on lui dit qu'il va falloir encore attendre 2 ans avant de mettre ton ingrédient sur le marché. Et la dernière question que sur laquelle je voulais revenir, c'est est-ce que c'est vraiment une piste d'innovation, ce règlement Novel Food? Parce qu'effectivement, la réglementation, vous le savez tous, on l'a tous dans un coin de la tête, c'est quand même un carcan réglementaire, c'est quand même des freins, c'est quand même des exigences, des choses qu'on nous impose. Et au niveau européen, c'est quand même assez important. Alors, je vous rassure, on a des choses un petit peu similaires aux États-Unis, hein, avec quand même un degré d'évaluation positive qui est un peu plus positif qu'en Europe, mais on a exactement les mêmes problématiques aux États-Unis ou ailleurs. Comment faire pour que cette contrainte réglementaire devienne une piste d'innovation? Eh bien, il y a une possibilité avec le règlement Novel Food, c'est d'obtenir une exclusivité d'autorisation. Alors, il y a des situations dans lesquelles la Commission européenne accorde une exclusivité, une mise sur le marché exclusive à l'industriel qui a déposé le dossier pendant 5 ans. 5 ans, ça va très vite. Ce n'est pas forcément très rentable par rapport au temps de développement qu'on a passé avant, mais effectivement, aujourd'hui, le règlement propose une protection de l'autorisation pendant 5 ans. L'autorisation qu'on a vue pour les insectes tout à l'heure, pour le EAP Group, ils l'ont pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, cette autorisation deviendra générique et donc accessible à tout le monde. Effectivement, cette autorisation-là de protection, elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle est sous condition, sous garantie. Mais effectivement, à partir du moment où un industriel va développer une nouvelle étude, mettre en place une étude à son nom, en ayant lui participé aux frais de cette étude-là, ça va effectivement venir permettre pour lui d'avoir une autorisation protégée pendant 5 ans. Si cette autorisation-là n'est pas demandée ou n'est pas obtenue par la Commission européenne, eh bien l'industriel qui a fait son dossier va faire le boulot pour tout le monde un petit peu, si je puis dire, puisque ce règlement-là prévoit des autorisations génériques. Donc si demain un industriel il met en place tout le dossier, il met en place toutes les études et il n'obtient pas la protection des données, son ingrédient sera autorisé, mais ce sera une autorisation générique et tous les autres industriels qui sont capables d'arriver au même ingrédient avec le même procédé pourront aussi mettre sur le marché leur propre ingrédient. Et puis on a des coûts qui sont forcément un petit peu élevés quand on fait du dossier Novel Food. Je vous ai mis entre 15 000 € pour des études d'évaluation de génotoxicité, au moins 150 000 € quand on lance des tests sur les rats. Tout ça, ça rentre en ligne de compte et tout ça, ça fait effectivement que les industriels sont assez frileux pour aller se lancer dans cette démarche Novel Food. Cet aspect-là économique, potentiellement, on peut contrebalancer par une autorisation qui sera large, avec une autorisation qui peut aller jusqu'aux biscuits, aux yaourts, au lait infantile, aux compléments alimentaires. Plus on va ouvrir le champ des possibles avec l'autorisation, plus forcément on aura un retour sur investissement qui sera intéressant pour l'industriel. Mais ça, ce n'est pas effectivement donné à tout le monde et ça dépend bien sûr des données de sécurité qu'on a obtenues. Parce qu'on peut aussi avoir des populations particulières comme les femmes enceintes, comme les femmes allaitantes, comme les enfants pour lesquels on n'a pas réussi à démontrer la sécurité d'utilisation de notre ingrédient. Et pour le coup, l'autorisation sera restreinte à la population adulte. Forcément, ça limite un petit peu le champ des possibles. Et puis le règlement Novel Food, je finirai là-dessus. Ça permet, je vous le disais, on a des choses un peu similaires aux États-Unis par exemple.
quand on veut aller mettre sur le marché un nouvel ingrédient aux États-Unis, le fait de l'avoir fait autoriser en Europe avant, forcément, c'est facilitant, parce que l'Europe est connue pour avoir un critère plus strict d'évaluation de la sécurité. Donc c'est facilitant pour aller après inonder les autres marchés hors des frontières européennes. Voilà, donc j'en ai fini. Je vous laisse ici avec ce que Farm Manager Développement peut vous apporter, notamment sur l'évaluation et la pré-évaluation du diagnostic pour savoir si un ingrédient est novel food ou pas. Merci de votre attention. Thank you very, very much.